Bonjour tout le monde, c'est Pamela, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début d'automne. Alors ici, comme vous le voyez, je suis toujours en t-shirt, il fait toujours très chaud. C'est beaucoup moins désagréable que ce que ça a pu être pendant l'été, mais ça reste quand même très chaud. C'est la première fois que je vois ça depuis plus de 10 ans que j'habite ici et je vous avoue que je trouve ça assez effrayant. Le changement climatique parce que c'est forcément dû à ça. Voilà, donc c'est pas très rassurant. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que comme toujours il n'y a pas de mystère, j'étais très occupée au travail. L'autre chose c'est que je lis beaucoup plus vite que je n'écris. Si vous voulez, quand je termine un livre, je commence le suivant aussitôt. Et puis j'ai un petit peu de mal à me mettre à l'écriture d'avis de lecture pour vous présenter toutes ces lectures que je fais. Alors aujourd'hui je vais essayer de me rattraper. Je vous propose 3 romans. Le premier c'est Notre cœur de Maupassant. Le second, Les Ensevelis de Madame Georges de Perbrune. Je précise Madame parce que son prénom, effectivement, peut laisser à penser qu'il s'agit d'un homme. Et enfin, dans un tout autre genre, Blizzard de Marie Vintra. Alors voilà, je vous présente ces 3 romans. Tout de suite, c'est parti. Commençons avec Notre cœur, qui est le dernier roman de Maupassant. C'est un roman qui a été écrit en 1890. Je crois que c'était 2 ou 3 ans avant le décès de l'auteur. Ce roman, c'est une histoire d'amour, on va dire, entre André Mariolle et Madame Michel de Burn. Alors, Monsieur Mariolle, c'est un bourgeois célibataire, plutôt aisé, il a 37 ans. C'est quelqu'un qui n'est pas un mondain, il aime les plaisirs simples. C'est pas quelqu'un de passionné non plus, il réussit tout ce qu'il entreprend, mais il fait ça sans réelle passion, il se donne pas à fond dans quoi que ce soit. Ses amis le décrivent comme un être intelligent et réservé. Il a dans son entourage un musicien qui s'appelle Massival et Massival tient absolument à lui présenter une certaine Madame de Burn qui organise chez elle des soirées où se presse le tout Paris. D'après les mots de Massival, je cite, c'est une des femmes les plus intéressantes du nouveau Paris. Alors bon, Mariolle, ce genre de soirée, c'est pas trop son truc, mais en même temps, il n'a pas vraiment de raison de refuser. Et puis, il décide de se rendre chez Madame de Burn. Et il va tomber éperdument amoureux de cette femme. Lui, d'habitude, si réservé dans tout ce qu'il entreprend, là, ça va être la passion dévorante. Il est quand même mis en garde par ses amis et par Madame de Burn elle-même. C'est une personne narcissique. Elle n'aime personne à part elle-même. Et d'ailleurs, quand dans son cercle d'amis, un homme tombe amoureux d'elle, elle va se désintéresser de lui. Elle va même lui fermer sa porte, un peu l'envoyer, le bannir, l'envoyer en exil comme punition, jusqu'à ce qu'il revienne en arrêtant de lui faire la cour. Mais Mariolle, lui, il peut pas s'en empêcher, donc malgré tous ses avertissements, il va se lancer dans la conquête de Madame de Burn. Et puis il va faire ça de façon relativement intelligente, puisqu'il va lui envoyer chaque jour une lettre qui va échange de courrier qui va donc intéresser Madame de Burn de plus en plus. Elle finit en fait par se laisser séduire par lui et au cours d'une journée en Normandie, elle se donne à lui. Commence alors une relation passionnelle, si on peut dire. Mariolle, lui, il est passionné, Madame de Burn beaucoup moins, mais en tout cas une relation charnelle entre les deux. Mais est-ce que ça va durer ? On est chez Maupassant, donc je pense qu'on peut déjà avoir des éléments de réponse par rapport à ça. Alors, je ne vous en dis pas plus, je ne vous dévoile pas la fin, qu'est-ce qui va se passer, etc. etc. Mon avis sur ce roman. Alors, je ne suis pas très objective parce que j'adore Maupassant. Pour moi, c'est quelqu'un qui sait vraiment décrire les sentiments
de ses semblables de manière magnifique. Il a une écriture sublime, cet homme-là. Il y a aussi beaucoup dans ce livre de descriptions très très belles, par exemple de la Normandie. C'est vraiment exceptionnel. Si vous avez besoin de vous faire une réserve de vocabulaire, je vous dirais lisez Maupassant, parce que là par exemple moi où j'aurais de la difficulté à apposer un adjectif pour décrire quelque chose, lui il en met 3 qui font tous mouche. Je vais vous lire un petit passage qui se passe justement en Normandie, où Maupassant décrit le paysage qui s'offre à lui. Donc dans cette histoire, c'est Mariol. Il est en Normandie, il attend Madame de Burn. Il fut distrait brusquement de celle qui le faisait venir en ce lieu. Du pied de la côte sur laquelle il était debout, partait une inimaginable plaine de sable qui se mêlait au loin avec la mer et le firmament. Une rivière y promenait son cours et, sous l'azur flambant de soleil, des mardeaux la tachetaient de plaques lumineuses qui semblaient des trous ouverts sur un autre ciel intérieur. Au milieu de ce désert jaune, encore trempé par la marée en fuite, surgissait, à 12 ou 15 kilomètres du rivage, un monumental profil de rochers pointus, fantastique pyramide coiffée d'une cathédrale. Elle n'avait pour voisin dans ces dunes immenses qu'un écueil à sec, au dos rond, accroupi sur les vases mouvantes, Tomblaine. Alors, vous avez reconnu sans aucun doute le Mont Saint-Michel, c'est une super description, ça m'a vraiment beaucoup émue parce que c'est un paysage que moi j'ai vu des tas de fois dans ma vie et j'ai vraiment beaucoup aimé cette description. Mais au-delà des descriptions de paysages ou de la maison par exemple de Madame de Burn à Paris, les personnages ne sont pas négligés, pas du tout. On est chez Maupassant, donc on a des personnages qui sont relativement complexes. Madame de Burn, qui est au premier abord une femme exécrable, imbue d'elle-même, qui aime se regarder dans la glace et se dire « Oh mon Dieu, mais que je suis la plus belle, je m'aime, je suis fantastique, etc. » Elle a fini par me toucher. Parce que c'est une femme qui, malgré tout, porte un regard clair et critique sur elle-même et puis elle se demande vraiment sincèrement pourquoi elle est incapable de faire preuve de passion amoureuse. Je vais vous lire un petit passage à ce sujet que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié quand elle réfléchit en fait sur sa personnalité. Combien de fois déjà, dans son cabinet de toilette à Paris, assise ainsi devant sa glace, elle s'était demandé « Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que je désire ? Qu'est-ce que j'espère ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je suis ?» À côté du plaisir d'être elle et du besoin profond de plaire dont elle jouissait vraiment beaucoup, elle ne s'était jamais sentie au cœur autre chose que des curiosités vite éteintes. Elle ne s'ignorait point d'ailleurs, ayant trop l'habitude de regarder et d'étudier son visage et toute sa personne pour ne pas observer aussi son âme. Jusqu'alors, elle avait pris son parti de ce vague intérêt pour tout ce qui émeut les autres, impuissant à la passionner, capable au plus de la distraire. Et cependant, chaque fois qu'elle avait senti naître en elle le souci intime de quelqu'un, chaque fois qu'une rivale, lui disputant un homme auquel elle tenait et surexcitant ses instincts de femme, avait fait brûler en ses veines un peu de fièvre d'attachement, elle avait trouvé à ces faux départs de l'amour une émotion bien plus ardente que le seul plaisir du succès. Mais cela ne durait jamais. Pourquoi ? Elle se fatiguait, elle se dégoûtait, elle voyait trop clair peut-être. Tout ce qui lui avait plu d'abord dans un homme, tout ce qui l'avait animée, agitée, émue, séduite, lui paraissait bientôt connu, défloré, banal. Tous, ils se ressemblaient trop sans être jamais pareils. Et aucun d'eux encore ne lui avait paru doué de la nature et des qualités qu'il fallait pour la tenir longtemps en éveil et lancer son cœur dans un amour. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce passage où vraiment elle se décortique elle-même. Voilà, elle s'interroge vraiment sur pourquoi en fait elle est comme ça. Et c'est vrai qu'on peut pas lui en vouloir de pas être passionnée par les hommes. Voilà, c'est comme ça, elle y peut rien, la pauvre. Hein. Je pense qu'elle est la première à en souffrir. Mariol, lui aussi, il souffre vraiment. Hein. Il est amoureux d'elle énormément et il souffre beaucoup. Mais finalement, malgré la peine qu'on ressent pour lui, il finit un petit peu par devenir antipathique aussi. C'est pas tout noir, c'est pas tout blanc.
quand il essaye en fait d'oublier Madame de Burn dans les bras d'une pauvre fille innocente. On a envie de lui donner un coup de poing à Mariole, voilà. Donc, en conclusion, c'est un très très joli roman. J'aime pas les histoires d'amour, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est pas vraiment une histoire d'amour, c'est plutôt une histoire de sentiments et ils sont merveilleusement décrits par Maupassant. Donc si vous aussi c'est un côté qui vous intéresse dans un roman, je vous suggère de lire Notre cœur. Restons à la fin du 19e siècle avec Les Ensevelis de Georges de Perbrun. C'est un roman qui étrangement est paru 3 ans avant celui de Maupassant, donc on est vraiment à la même époque. Par contre on n'est pas du tout dans le même monde puisque Maupassant lui va plutôt s'intéresser aux bourgeois. Georges de Perbrun elle s'intéresse entre guillemets au petit peuple. Alors là par contre on est dans une histoire d'amour, ce qui fait que j'ai un petit peu tiqué au début, mais je vais vous en parler un petit peu après. D'abord, je vous résume l'histoire. Marthe, c'est une jeune fille courageuse qui travaille dans un moulin. Elle est amoureuse de Jacques, qui est le propriétaire du moulin. Jacques, lui aussi, est amoureux de Marthe. C'est la plus belle fille du pays. Elle est douce, elle est gentille. Il est fou amoureux d'elle. Seulement, voilà, leur différence de niveau social est trop grande pour qu'ils puissent se marier. Et Jacques propose alors à Marthe de s'aimer en secret. Bon, voilà, Marthe, pour elle, ça c'est pas possible. Elle est croyante, elle aussi, elle se respecte, donc elle veut pas de ce genre de relation. Et pour fuir Jacques, elle décide de quitter le moulin. Mais si elle quitte le moulin, elle a plus de travail. Et c'est une orpheline. Elle a une sœur qui est en apprentissage, elle doit subvenir à ses besoins, à ceux de sa sœur. Elle a un jeune frère aussi. Donc, il faut qu'elle travaille absolument. Donc, elle pense à aller faire le ménage dans certaines familles. Et puis, sur un coup de tête, elle décide d'épouser François, un ouvrier qui travaille dans la carrière du village, qui lui fait une cour assidue depuis plusieurs semaines. Donc, elle se marie avec Jacques et hélas, François va se révéler être un véritable noceur, un fainéant et pire que tout, c'est un pochetron. Donc Marthe, elle est vraiment très malheureuse dans cette relation et elle dépérit à la fois physiquement et mentalement. Physiquement parce qu'elle n'a pas assez à manger avec son fainéant de mari, elle a un bébé à s'occuper aussi maintenant. Et mentalement, voilà, parce qu'en tant que femme, elle est malheureuse, elle n'est pas épanouie, et elle est très très mal. Et puis, miracle, la délivrance arrive le jour du Seigneur, un dimanche. La carrière où François était exceptionnellement parti travailler s'est effondrée, ensevelissant tous les ouvriers qui travaillaient ce jour-là. Seulement, il existe un doute. Est-ce que ces ouvriers sont vraiment morts? Parce qu'il y a des villageois qui sont persuadés d'avoir entendu leur voix sous la terre. Et s'ils sont vivants, de toute façon, comment est-ce qu'on va pouvoir les sauver? Alors il y a les ingénieurs de la carrière qui viennent et disent bon, cette histoire de voix là, nous on n'y croit pas du tout, c'est pas possible, ils ont forcément été écrasés par la roche, ils sont morts. Et donc ils vont absolument rien faire, sauf que vraiment les ouvriers sont encore vivants, beaucoup de gens les entendent, mais rien n'est fait pour les sauver. Et puis, au bout de plusieurs semaines, il faut se rendre à l'évidence. S'ils n'étaient pas morts sur le coup, ensevelis par la roche, là, forcément, ils sont morts de faim et ou de soif. Et puis voilà, c'est terminé pour eux, malheureusement. Alors, Marthe se retrouve veuve. Jacques revient lui faire la cour. Et cette fois-ci, il est décidé à se marier avec elle. Vraiment faire les choses officiellement parce qu'il l'aime, il ne veut pas la perdre. Il a compris qu'elle veut une relation officielle. Donc Marthe, elle est toute contente, là, sa vie change complètement, mais en même temps, au fond d'elle-même, elle a vraiment un doute. Est-ce que son fainéant de mari est vraiment allé travailler un dimanche? Et là, tout d'un coup, elle se persuade que François est vivant et puis qu'elle ne va pas pouvoir épouser Jacques. Voilà, alors je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir l'histoire si jamais ça vous intéresse. Alors, j'ai eu des petites difficultés au départ
par rapport au style de Georges de Perbrun. Alors, c'est pas vraiment de sa faute. Disons que comme j'ai lu son roman tout de suite après celui de Maupassant, on se retrouve dans deux mondes différents avec des personnages qui parlent de façon différente. On a aussi un lieu qui est différent. L'histoire de Georges de Perbrun se passe plutôt dans le sud de la France, ouais, en Dordogne. Et tandis que Maupassant, on est plutôt sur une région que je connais bien, la Normandie. Donc j'ai un petit peu de mal au départ à entrer dans l'histoire. Marthe aussi m'a saoulée avec ses atermoiements. Oh Jacques, je t'aime, mais je peux pas me marier avec toi, alors je vais me marier avec François. Quelle drôle d'idée. Mais finalement, enfin, voilà, l'époque était comme ça. Et puis aussi la réaction finale de Marthe m'a énormément plu et ça a effacé tout ce qu'elle avait de négatif au départ. Tout ce qui concerne l'effondrement de la mine et l'inaction des autorités, des événements qui sont bien réels, ça m'a vivement intéressé. Il faut savoir que Georges de Perbrun, elle habitait le village où l'effondrement de la carrière s'est produit et elle s'est rendue à de très nombreuses reprises sur le site. Elle a écrit des tas de lettres pour forcer les autorités à agir. Elle a écrit aussi dans des journaux pour dénoncer l'inaction des autorités. Et elle a côtoyé toutes les femmes qui étaient là-bas, qui avaient perdu un mari, un frère, un père. Et donc c'est très réel. On a l'impression d'être sur un reportage de terrain. Et ça, c'était vraiment super, vraiment très très bien fait. Du coup, ça a effacé un petit peu le côté romanesque de l'histoire. On était plus sur un fait divers, quoi. Donc, je suis mitigée par rapport au côté roman. Je suis très emballée par rapport au côté récit social. Voilà, pour dire les choses tout simplement. Alors, le livre, il fait plus de 400 pages, je crois, mais le roman en lui-même en fait seulement 250 parce qu'il y a un dossier, une préface, des notes, etc. etc. Donc, ça se lit vraiment très rapidement. Au-delà du côté de la valeur littéraire de ce récit, je dirais qu'il est nécessaire de lire Georges de Perbrun parce que c'est une écrivaine qui est, à mon avis, injustement oubliée. C'est une femme engagée aussi qui mérite d'être découverte. Donc lisez un roman au moins une fois dans votre vie de Georges de Perbrun. On termine avec un roman d'un tout autre genre et d'une toute autre époque, Blizzard de Marie Vintra. C'est un roman qui a été écrit en 2021. Alors, ce roman, ça a été pour moi plusieurs surprises et pas des bonnes surprises. La première étant celle-ci, la taille du bouquin, quoi. J'ai compté le nombre de pages, vous voyez, je l'ai noté quelque part. Ok, le livre il fait 189 pages, mais il y a tellement de blancs, vous voyez, de passages blancs comme ça. Ici, il y en a énormément, qu'au final, on se retrouve avec un livre qui fait à peine 150 pages. Donc déjà, j'étais très surprise par rapport à ça. Et pas très ravie parce que moi j'aime bien les romans qui sont un petit peu plus consistants, donc déjà j'étais un petit peu oula, qu'est-ce qui va se passer là-dedans. L'autre surprise, c'est par rapport au résumé qui est fait de ce roman. Alors, le résumé, il n'est pas faux, mais il induit en erreur, on va dire. Alors, je vous lis ce qui est écrit sur la 4e de couverture. Le blizzard fait rage en Alaska. Au cœur de la tempête, un jeune garçon disparaît. Il n'aura fallu que quelques secondes, le temps de refaire ses lacets, pour que Bess lâche la main de l'enfant et le perde de vue. Elle se lance à sa recherche, suivie de près par les rares habitants de ce bout du monde. Une course effrénée contre la mort s'engage alors, où la destinée de chacun face aux éléments se dévoile. Alors quand on lit ça, on imagine une tempête phénoménale avec des gens qui vont faire tout leur possible pour retrouver le gamin un peu de la survie, etc., etc. Eh ben pas du tout en fait. Voilà, c'est pas du tout ça. Je vous fais mon propre résumé en essayant de ne pas vous dévoiler trop de choses quand même. Alors, on est bien en Alaska, quelque part dans une communauté isolée. Bess quitte la maison de Bénédicte avec le petit Thomas et elle part en plein blizzard. Une seconde d'inattention suffit, elle lâche la main du gamin et la tempête les sépare à ce moment-là.
Bénédicte, lui, il se réveille en pleine nuit, il est pris d'un mauvais pressentiment, il se dit merde, il y a quelque chose qui cloche, il se lève, il voit que la porte est restée ouverte, que les affaires du gamin et de Bess ne sont plus là, qu'ils sont donc partis dans la tempête. Il va se lancer à leur poursuite avec Cole, un de ses amis. Alors, cette lutte dans la nature pour retrouver l'enfant disparu va être l'occasion pour chacun des adultes, donc Bess, Cole et Bénédicte, de revenir sur les moments marquants de leur vie. Ainsi, Bess va se remémorer l'assassinat de sa petite sœur en Californie. Bénédicte, lui, il va se remémorer le départ soudain de son frère Thomas, qui n'a jamais donné de nouvelles. Et Cole, lui, il va se remémorer les raisons qui ont fait qu'il est venu s'isoler en Alaska. On a un quatrième personnage qui s'appelle Freeman, c'est un vieil homme, il ne participe pas aux recherches, mais lui aussi, il revient un petit peu sur sa vie et sur la décision qu'il doit prendre, faire le choix entre le bien et le mal, ce qui n'est pas toujours très très clair. Voilà, ça c'était mon résumé. Oui, c'est un petit peu différent de ce qui était écrit sur la 4e de couverture. Alors, donc, on a un roman choral avec 4 personnages. Je vous ai dit en introduction, c'est un roman qui est très court. Il fait à peine 150 pages. Donc, c'est très difficile de s'intéresser aux personnages qui sont par ailleurs totalement caricaturaux. On a Bess qui vient de Californie et comme par hasard, la Californie, c'est le pays des tueurs en série et sa sœur, pas de bol, elle a été victime d'un de ces sales types. Bénédicte, lui, c'est le bûcheron de l'Alaska, fort et courageux, travailleur, etc., etc. Et puis Freeman, c'est un vieil homme noir qui a survécu à la guerre du Vietnam. Et puis Cole, voilà, lui, c'est le sale type, le gros dégueulasse. Voilà. Donc, hyper caricatural. D'ailleurs, c'est très étonnant que ce genre de personnes se retrouvent tous au sein de la même micro-communauté. Voilà, donc c'est un petit peu exagéré. D'ailleurs, il y a d'autres choses qui sont complètement invraisemblables pour moi. Déjà, le premier truc, c'est que Bénédicte se réveille avec l'instinct que quelque chose va se passer. Bon, ouais, c'est moyen. On aurait pu mettre un bruit dans la maison qui l'aurait réveillé, ça aurait été un petit peu plus crédible. L'autre chose qui va pas, c'est que Bess, elle arrive à se repérer dans le blizzard. Alors, bravo, parce que moi j'ai vécu plusieurs tempêtes de neige, pas dans une communauté isolée de l'Alaska, en ville, et croyez-moi, des fois même en ville, avec l'éclairage public, c'est très difficile de se repérer si vous faites pas attention. Elle, en pleine nuit, comme ça, dans une nature sauvage, paf, elle y arrive sans problème. D'ailleurs, on ne comprend pas vraiment pourquoi elle a choisi ce moment-là pour quitter la maison de Bénédicte, parce que c'est ce qu'elle avait envie de faire au départ. Mais bon, il n'y a rien qui pressait, elle aurait pu attendre après la tempête. Hein, voilà, t'es pas en danger là pendant la tempête. Aussi, toujours cette histoire de blizzard, on a des gens qui vont repenser à leur vie alors qu'ils sont en train de marcher dans une tempête de neige, quoi. Alors là encore, c'est pas du tout crédible parce que moi, je peux vous le dire, quand vous marchez dans une tempête de neige, vous avez déjà du mal à respirer parce qu'il y a beaucoup de vent, vous en prenez plein les yeux, vous voyez pas très bien. Tout ce que vous pensez, c'est essayer de pas vous casser la gueule sur une plaque de glace ou dans la neige. C'est très difficile de penser à autre chose que de se concentrer pour avancer, en fait. Donc, j'ai pas trouvé ça du tout crédible. Voilà, donc ça, c'est vraiment décevant, tout ce côté-là. D'ailleurs, cette histoire de blizzard et cette histoire d'Alaska, c'est vraiment qu'un prétexte, puisque on n'est pas du tout. Enfin, l'objectif, c'est pas vraiment la survie ou la recherche du petit garçon. L'objectif de l'autrice, là, c'est de nous présenter la vie de ces 4 personnages. Il n'y avait pas besoin d'aller en Alaska pour faire ça. Tu mettais une tempête en Normandie, t'avais le même résultat, quoi. Donc, c'est pas. Il n'y a pas de. Il y a rien qui justifie que ça se passe en Alaska, il n'y a rien qui justifie non plus que ça se passe en plein blizzard. C'est dommage parce que c'est moi le côté du bouquin qui m'intéressait et puis finalement ça tombe un peu à l'eau.
Le style de l'autrice, il n'est pas désagréable, j'ai rien noté de vraiment gênant, mais c'est pas non plus quelque chose de transcendant. Alors je suis vraiment surprise que ce livre ait reçu autant de prix, autant de critiques positives. C'est pas mauvais, hein, parce que de toute façon c'est tellement petit qu'on n'a pas le temps de se faire chier. En 2 heures c'est terminé, mais c'est pas... ça n'a pas de valeur littéraire, quelque chose comme ça, voilà, c'est dommage. Enfin, je suis complètement passée à côté de ce roman. Enfin, j'ai pas compris l'intérêt du tout de ce bouquin. Mais bon, ça fait un bon break entre 2 livres entre 2 lectures un petit peu plus difficiles. Donc, puis comme je vous le dis, ça se lit très vite. Alors, pourquoi pas, quoi. Puis il y a des tas de gens qui ont aimé, donc peut-être que c'est juste moi, encore une fois. Alors voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Ce sont les 3 livres que je voulais absolument vous présenter. Comme je vous l'ai dit en introduction, je lis plus vite que mon ombre. Et donc j'ai déjà 3 livres dont j'aimerais vous parler une prochaine fois. Je vous les présente rapidement maintenant. Le premier, c'est La 7e lune, polar italien de Pier Giorgio Puglisi. J'adore la couverture, elle est vraiment super belle. Captive de Margaret Atwood qui nous raconte l'histoire vraie d'une supposée meurtrière. Et enfin, 2084, La fin du monde de Boualem Sansal, une dystopie qui nous amène dans un monde de fanatiques religieux. Voilà, donc ça c'est mes dernières lectures. J'ai pas encore décidé de ma prochaine. Je viens de finir 2084 et c'était une lecture assez exigeante, donc je pense que je vais prendre un truc un peu plus facile à lire, voilà, pour me remettre, pour me changer un petit peu les idées. Et vous, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Si vous avez des lectures intéressantes à me faire partager, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de vous porter bien et je vous dis à bientôt. Matane!